Le titre de cette vidéo est La parole, l'autre et le grand autre. Je vais expliquer quelle est la fonction de la parole comme élément essentiel constitutif de cette jonction entre imaginaire et réel, la fonction de la parole dans la relation à l'autre et expliquer pourquoi est-ce que Lacan introduit le grand autre comme nécessité qui découle de cette fonction de la parole dans la relation à l'autre. Commençons par la fonction de la parole comme élément essentiel qui va permettre la jonction entre l'imaginaire et le réel. Et cela, vous trouverez les explications détaillées expliquées par Lacan dans le séminaire 1. Lorsque Lacan reprend le stade du miroir à travers le schéma optique. Et le schéma optique, qu'est-ce qu'il va montrer? C'est que, reprenons le stade du miroir, c'est que lorsque l'enfant se reconnaît soi-même dans l'image reflétée sur le miroir et va s'identifier, ce qui représente le registre de l'imaginaire, bien, cette image donne une unité, bien que illusoire, à ces objets pulsionnels partiels qui sont dans un état de morcellement. Et là, on a le registre du réel. Eh bien, la parole est, et dans ce cas-ci, c'est le nom propre. Tu es Luc, par exemple, celui-là qui est en face de toi sur le miroir, dit l'adulte. Eh bien, cette parole permettra cette jonction entre l'imaginaire, donc l'image reflétée sur le miroir à laquelle l'enfant s'identifie, et le réel, les objets pulsionnels qui sont dans un état de morcellement. Voyons maintenant l'importance et la fonction de la parole dans la relation à l'autre, toujours à partir du stade du miroir, un schéma optique qui reprend, qui assimile le stade du miroir. On se souvient que concernant le stade du miroir, avant que l'enfant reconnaisse soi-même dans l'image reflétée sur le miroir, il perçoit un autre. Donc au départ, le moi est un autre et l'autre devient moi. Et cela marquera également les relations, va fondre la relation avec autrui. Ce qui avait été mis aussi en évidence par le philosophe Merleau-Ponty en faisant l'éloge du stade du miroir comme il a été décrit par Lacan. Là, donc ça va fonder la relation avec autrui. Et donc, ce serait une relation fondée sur ce qu'il va appeler Lacan connaissance paranoïaque sur l'agressivité. Pourquoi? Parce que cette frontière entre moi et l'autre, c'est une frontière qui peut disparaître facilement, qui peut devenir moins présente. Reprenons un exemple que j'avais déjà cité pour expliquer le stade du miroir. Un enfant qui se trouve dans cette phase-là où apparaît ce qu'on appelle le transitivisme, sous les yeux d'un adulte, il va frapper un enfant, il va dire à l'adulte, c'est l'enfant qui m'a frappé, c'est l'autre qui m'a frappé. Et on peut supposer qu'il a frappé parce que l'autre enfant est en train de jouer avec un camion, il y a identification à l'autre enfant, donc la frontière disparaît entre moi et l'autre et moi, c'est moi qui devrais avoir ce camion, donc je vais frapper l'autre enfant et je prends le camion. Sous le regard de l'adulte. L'adulte arrive et qu'est-ce qu'il va le dire? Et c'est là que, voilà, on va donner l'exemple, on reprend cet exemple de la fonction de la parole dans la relation à l'autre. Bien, là, l'adulte va avant tout dire non, c'est pas lui qui t'a frappé, mais c'est toi qui l'as frappé. Donc remettre un peu les frontières entre le moi et l'autre, rétablir les frontières entre le moi et l'autre, et voilà l'opération essentielle de la fonction de la parole dans la relation à l'autre va nommer l'objet de convoitise qui est le camion et dire ce camion appartient à l'autre enfant.
En revanche, et non pas à toi. Et en revanche, la voiture, cette voiture que tu as dans tes mains, cette voiture appartient à toi et n'appartient pas à l'autre enfant. Eh bien là, la fonction de la parole est fonction de pacte, de dire ceci appartient à moi et ceci appartient à l'autre. Il deviendra également la fonction de reconnaissance du propre objet de désir qu'on veut avoir comme objet. Comme objet. Et continuons avec la fonction de la parole dans la relation à l'autre, que Lacan va détailler tout au long du séminaire 1. Alors la parole, avant tout, s'adresse toujours à l'autre. Alors, quelle est fonction essentielle pour Lacan de la parole? Alors, habituellement, à l'époque, et cela aussi de nos jours, la parole est conçue essentiellement, la fonction de la parole est conçue essentiellement comme communication. Vous demandez à quelqu'un à quelle heure tu viens demain, à 17h. Vous posez une question, vous dites de cette personne une information, cette information est donnée à travers la parole comme véhicule de communiquer des informations. Pour Lacan, la parole est plutôt, l'essentiel de la parole est plutôt, la fonction de la parole est plutôt de témoigner soi-même. Là, vous pouvez, en adressant la parole à quelqu'un, témoigner très peu de vous, et là, il y a la parole vide. Et vous pouvez arriver jusqu'à une parole adressée à l'autre, qui est une parole qui témoigne beaucoup de vous. Et là, c'est une parole pleine. Pleine, pourquoi? Parce que grâce à la parole, vous allez exprimer une vérité subjective. À travers la parole, une vérité peut se dévoiler, et par la parole, un désir peut être reconnu. Un désir propre peut être reconnu. Voyons maintenant pourquoi faire intervenir le grand autre. Alors ici, on est jusqu'à présent dans la fonction, l'importance de la parole dans la relation à l'autre, mais en parlant de soi-même. Maintenant, voyons un peu la parole, certaines paroles qui vont fonder la relation avec l'autre. Comment la parole va déterminer la relation. Faisons un exemple, l'exemple que cite Lacan, tu es ma femme, tu es mon maître. Là, c'est une parole qui fonde une relation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous attendez quelque chose de l'autre et l'autre va s'attendre quelque chose de vous. Et donc ça, c'est une parole qui ne témoigne pas seulement, qui n'est pas seulement comme pacificateur, comme dans le cas de ce qu'on parlait du stade du miroir, et pas seulement une parole qui peut, grâce à laquelle vous pouvez exprimer une propre vérité ou exprimer un propre désir. C'est une parole qui va fonder la relation avec l'autre. Et dans cette parole qui est exprimée, tu es ma femme, eh bien aussi de l'autre côté, une autre qui est exprimée, bien qu'elle ne soit pas nécessairement exprimée d'une manière explicite, mais elle est certainement d'une manière implicite. Ben, tu es mon mari. Donc cela veut dire que je m'engage à faire certaines choses, comme cette personne s'engage à faire certaines choses. Voilà les implications qui vont découler de cette parole, qui va fonder la relation. Et il y a d'autres paroles. Il y en a plusieurs. Voilà, tu es mon maître. Et il y en a d'autres qui ont une importance moindre d'importance. Si vous allez acheter le pain chez un boulanger que vous connaissez très bien, ben c'est tu es mon boulanger et je m'attends quelque chose de toi, et vice versa. Oh, cette parole fondatrice, Lacan l'appelle la fides, mais il peut avoir aussi le revers, l'envers de cette parole, qui est la parole qui va feindre, qui va mentir. Je peux mentir à l'autre comme l'autre peut me mentir. Mais voilà la question. Qu'est-ce qui vous donne la certitude? Qu'est-ce qui vous donne la possibilité de comprendre qu'est-ce que
qu'est-ce que veut dire tu es ma femme et qu'est-ce qui vous donne la certitude que ça va être le cas? Bien, c'est que on doit introduire, et là, la nécessité, introduire un autre, c'est un autre absolu, le grand autre, c'est que vous allez exprimer, donc cette parole va s'exprimer, tu es ma femme, et qui s'adresse à ce grand autre, non plus simplement à cet autre. Ça veut dire que c'est dans ce grand autre de manière même implicite, pas de manière explicite, je vais recevoir le message souvent inversé, ah, tu es mon mari. Et c'est à partir de ce grand autre qu'il va y avoir une certaine certitude que je dois m'engager et que l'autre doit s'engager. Que de moi, on peut s'attendre, on doit s'attendre à certains comportements, ou que de l'autre, je vais m'attendre à certains comportements. Et c'est quand l'écart va se creuser entre le grand autre et la personne avec laquelle j'entretiens réellement la relation, qui va se produire des complications, des tensions, des disputes. Par exemple, après 2-3 mois que je suis avec une personne avec laquelle s'est exprimée la parole, tu es fondatrice, tu es ma petite amie, et je vais recevoir certains commentaires, ou bien elle va réaliser certains comportements que je ne m'attends pas, qu'on ne peut pas s'attendre de ce qui est une petite amie, que là vont surgir des complications, des tensions, des disputes, et quand l'écart se creuse. Et là, voilà en ce qui concerne ces thèmes, la fonction de la parole dans ce qui concerne la jonction de l'imaginaire et le réel, fonction de la parole dans la relation à l'autre et la nécessité d'introduire le grand autre. Bien, prochaine vidéo, au revoir.